Zinedine Ferrat blessé, toujours blessé, pas d'évolution, c'est-à-dire pas de travail possible en réathlétisation parce que la douleur est toujours présente. Ça suit son cours. Le joueur m'a sollicité pour régler des problèmes administratifs dans son pays, donc je lui ai donné l'autorisation. Il reviendra donc en fin de semaine, il est parti mardi, donc pas de retour terrain prévu d'ici la semaine prochaine de toute façon. Ensuite on a en réathlétisation. Et il revient quand Sur le terrain? Ouais, oui. Alors sur le terrain, il devrait reprendre la course aux alentours du 5 mai, donc on se dirige pratiquement vers une fin de saison, pratiquement. D'accord. Je veux dire, il ne va pas rester en Algérie jusqu'à... Non. Ensuite, en réathlétisation, Enzo Philibert et Mamad Doucouré. J'espère les revoir aussi sur le terrain. C'est vrai que ça traîne un peu en longueur, donc c'est toujours dommageable de ne pas pouvoir récupérer de jeunes joueurs qui, pour eux aussi, c'est assez difficile. Ensuite, vous êtes au courant de la situation d'Andrés Cubas. C'est un joueur qui est aujourd'hui en partance. Alors je voudrais simplement évoquer Andrés pendant quelques minutes pour évoquer le cas d'Andrés. Quand je suis arrivé au club, c'est un joueur qui a été sollicité au mercato d'hiver, de nombreuses sollicitations et beaucoup de clubs ont essayé d'engager des discussions. La position du club a été ferme à ce moment-là, c'est-à-dire que le joueur resterait avec nous. Et donc, à l'issue du mercato qui s'est terminé le 31, il y a le marché américain qui s'est ouvert et les sollicitations pour Andrés Cubas ont continué à ce moment-là. J'ai eu de nombreuses discussions avec le joueur qui avait la volonté de partir. Alors c'est toujours embêtant, mais c'est un joueur qui a toujours fait la part des choses. Il a toujours été très professionnel dès qu'il est arrivé sur le terrain, mais il y a eu beaucoup de discussions, particulièrement le dernier mois, et il y a quelque chose qui s'est déclenché quand il est revenu de sélection, puisqu'Andrés est parti en sélection au mois de mars pendant la trêve internationale, où il a été performant contre l'Uruguay et 4 jours après contre le Pérou, et à son retour de sélection, un club a été assez pressant pour récupérer Andrés, et dans une logique aussi économique, pour aussi gagner du temps par rapport au mercato européen, l'offre qui a été faite au club rentrait dans ce que désirait le président, et devant la volonté farouche du joueur de pouvoir s'envoler vers d'autres horizons, on peut plus le retenir. Donc c'était quelque chose de prévu, le départ d'Andrés. J'aurais bien entendu souhaité le conserver jusqu'à la fin, mais c'était des discussions qui étaient quasiment pas quotidiennes, parce que j'exagérerais un peu, mais qui arrivaient très souvent dans la semaine. Voilà, j'ai eu de nombreuses discussions avec Andrés par rapport à ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution, disons, sur le plan économique. Et ensuite, quand tu as un joueur qui va absolument partir, il faut à un moment donné le laisser partir pour l'équilibre aussi du groupe, même si en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, je suis conscient de perdre un joueur titulaire. Donc c'était son dernier match au niveau à Niort. Oui. Et là, du coup, il part quand même... Alors après, l'engagement, la visite médicale, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Hier, il s'est encore entraîné avec nous. Il s'est entraîné avec nous hier. Il était peut-être prévu qu'il y ait une visite médicale calée ce week-end ou en début de semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, le joueur n'a plus la tête au niveau olympique. Coach, ce discours, il pourrait s'appliquer à plusieurs joueurs d'effectifs finalement. Volonté farouche, il y en a certains qui ont émis le souhait, qui ont le désir. Des offres. Ouais. Des offres. L'offre pour Andrés, il y a beaucoup de clubs qui sont venus pour discuter. Je le répète encore une fois, le président a été ferme sur le mercato d'hiver, mais après c'est toujours les offres qui peuvent faire à un moment donné la différence. Et l'offre qui est arrivée sur le bureau du président rentrait exactement sur le plan financier par rapport à ce que le club attendait. Nicolas, pour venir en Ferrat, donc tu disais pratiquement fin de saison, c'est ça? Ouais, je pense qu'on n'est pas loin. Donc là, il est... En sachant que s'il reprend la course le 3 ou 4 mai, dans ces eaux-là, il ne restera que 10 jours, puisque le dernier match est prévu le 14 mai, donne du temps de faire la réathlétisation, il sera prêt le 20 mai. Donc il n'y aura aucun intérêt s'il est prêt le 20 mai.
départ quasiment programmé aussi. Oui, bien sûr, oui. La situation de Zinedine, c'est différent, c'est une fin de contrat. On sait qu'il ne sera plus au club la saison prochaine, ça c'est acquis depuis pas mal de temps déjà. Il va falloir reconstruire, on n'avait pas de problème, mais il va falloir reconstruire la saison prochaine. Oui, la saison prochaine, le fait d'être au courant qu'il va falloir reconstruire la saison prochaine, on est bien entendu au courant, mais avant de construire, il faut déjà faire en sorte de terminer cette saison et de la terminer de la meilleure des façons. Et juste avant de parler du match, pour rebondir sur la question de Collet, ça veut dire que voilà, mis à part Andrés, vous n'avez pas reçu d'offre concrète pour d'autres joueurs qui n'évoquaient. Non. En sachant que Andrés c'est particulier. C'est le marché américain. Oui. Le marché américain se clôture le 25 avril. Et donc c'est le seul marché aujourd'hui qui est ouvert à la possibilité de signer des nouveaux contrats. Je crois que c'est Valenciennes qui avait connu ce cas-là l'année dernière avec Cabral. Leur attaquant qui est parti à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, au mois d'avril la saison dernière. Mais Andrés, effectivement, je le répète encore une fois, c'était des questions, des discussions assez régulières. Je voudrais faire aussi une parenthèse sur un joueur qui est Théo Saint-Luce. Parce que vous ne m'avez pas forcément posé la question. On sait aujourd'hui que Théo, on a échangé, il me semble il y a 15 jours, vous avez l'info comme quoi il s'engageait. Ouais, alors aujourd'hui, j'aimerais simplement parler de ce joueur, Théo Saint-Luce. C'est un joueur qui a été fini de former à Nîmes. Aujourd'hui, il est dans une situation où effectivement il s'est engagé avec Montpellier Hérault. Pour ce joueur, pour ce jeune joueur, c'est aussi une opportunité d'arriver en Ligue 1, parce que lui, la Ligue 1, il n'a pas connu avec le Nîmes Olympique, puisque l'année dernière, il était prêté au Red Star, et c'est pour lui une suite logique dans son évolution. Mais concernant Théo, il est touché par le fait de quitter le club. Très sincèrement, c'est un garçon qui est attaché à son club, et donc c'est pas évident sur le plan émotionnel de s'engager avec en gros l'ennemi juré du Nîmes Olympique. On peut comparer ça si un joueur de Marseille venait à signer à Paris, il y aurait beaucoup de gens mécontents, et je comprends le mécontentement de certains supporters qu'un joueur du Cru aille signer à Montpellier. Donc déjà c'est pas la première fois, il y en a eu d'autres, puisqu'il me semble que TJ Savanier c'était le dernier en date, mais il est concerné par la fin de saison. Aujourd'hui, Ascoti Sadzout qui a été recruté justement pour pallier à cette éventualité d'avoir un joueur qui avait déjà signé ailleurs, et on avait réfléchi justement à ce moment-là, à se dire si le joueur signe ailleurs, il ne sera plus concerné. Et ce n'est pas le cas de Théo. Donc Théo, très certainement, il ne jouera pas demain, mais je sais que si j'ai besoin de lui dans les matchs qui arrivent, que ce soit à Quevilly, à Rodez, à Nancy ou sur les derniers matchs Toulouse et Bastia, je sais que je pourrais l'utiliser et qu'il fera tout pour être performant. Oui, professionnel. Exactement. C'était juste c'est pas l'idée de défendre Théo, mais c'est quelqu'un qui me donne entière satisfaction dans son investissement. C'est quelqu'un qui est attaché au club. C'est quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis du Nîmes Olympique. Et c'est sûr qu'on aurait préféré le voir peut-être partir ailleurs, mais il a décidé de rester pas loin d'ici. Mais je sais, quoi qu'il en soit, que je pourrais m'appuyer sur lui jusqu'au 14 mai. Justement, vu que tu parles un peu de la saison prochaine et des fins de contrat, est-ce que tu aimerais aussi que ça... Alors c'est vrai que tu avais dit des risques de conditions d'attendre les 42 points, on n'est pas encore là. Est-ce que tu as envie, notamment pour 3 joueurs vraiment du Cru, Gaëtan, Nanto et Pablo, que les discussions aillent un peu plus vite? À ma demande, j'ai demandé qu'il n'y ait aucune discussion qui soit ouverte avant l'obtention du maintien. Voilà. Donc tant que mathématiquement on n'est pas à l'abri, il y a encore du travail. On sait qu'il faut être en éveil et vigilant. Donc aucune discussion n'aura lieu tant que mathématiquement on ne sera pas maintenu. Dans le sens inverse, par contre, il y a des discussions pour des départs. C'est pas problématique de ne pas être sur la même vitesse entre les discussions pour les arrivées, les discussions pour les départs et les prolongations. C'est pas une question de vitesse, c'est une question de fiche de poste.
Moi je suis entraîneur, je m'occupe du groupe qui est là actuellement et à côté de ça il y a une cellule de recrutement qui est dirigée par Bernard Pasquale et qui fait son travail comme chaque saison et qui établit différents profils, qui met en avant certains joueurs qui pourraient éventuellement rejoindre le club, mais l'un n'empêche pas l'autre puisque moi à partir du moment où je suis entraîneur, je m'occupe des joueurs à disposition et le plus important pour moi c'est de préparer les matchs qui arrivent et en l'occurrence le match de Sochaux demain. Donc les arrivées ne sont pas conditionnés aux ventes. Ça facilite toujours les choses, bien sûr. Après, il y a un équilibre financier. Je ne vais pas parler de stratégie financière d'un club par rapport à un budget prévisionnel, mais effectivement, si ne serait-ce que par exemple le transfert d'Andrés, ça va mener de la liquidité au club et ça va donner peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Mais c'est toujours à travailler avec cohérence sur le plan sportif et bien entendu, ça, même si c'est pas moi qui gère ça, sur le plan économique. Quand tu dis être en éveil vigilant, c'est-à-dire que tu penses que ça peut y avoir des inquiétudes par rapport au maintien? Je pense qu'il y a, tant que le travail n'est pas fait, pas des inquiétudes, mais effectivement des préoccupations, c'est normal. Oui, vous avez 7 points d'avance, il reste 6 journées, 7 points d'avance sur le barragiste. Vraiment une catastrophe. Je suis quelqu'un de cartésien, donc j'aimerais qu'on arrive rapidement à la barre des 43, 44, 42, enfin voilà, c'est par là. Justement, ça fait plusieurs semaines qu'on rabâche. Ça fait plusieurs jokers que vous criez pour entendre enfin ces 42 points. Bon, il y a eu quand même le match nul à Niort, mais voilà, tu dois t'impatienter aussi qu'elle arrive cette victoire. Je suis bien entendu impatient, comme tous les entraîneurs et comme tous les groupes qui sont en mal de victoire, puisque notre dernière victoire elle date de début mars contre le Havre. Donc effectivement, on est sevré de victoire et quelle que soit la situation au classement, c'est trop long, c'est des semaines qui sont trop longues parce qu'on a besoin de ce goût de la victoire. Bon, c'est un peu honnête, mais pour gagner, il faut marquer des buts. Oui. Et ça fait 3 matchs et demi, même, parce que le but d'avant était en première mi-temps contre Auxerre. Donc ça fait 340 minutes. C'est bien ça. Et vous affrontez la deuxième défense du championnat qui a pas pris les buts lors des 3 derniers matchs. Bon, challenge. Ouais, un vrai challenge. Au-delà de ça, cette équipe de Sochaux, on le voit au classement. Il y a 5 équipes aujourd'hui qui caracolent en tête, puisque le trou est fait entre la 5e et la 6e place. C'est une équipe qui jouera les barrages, mais dans quelle position je connais très bien Omar Daf, je connais très bien cette équipe, puisque pendant ma période d'inactivité, c'est une équipe que j'ai vue assez souvent, pour avoir des liens assez étroits avec Omar Daf. Donc ce 4-2-3-1, il peut être brillant, il peut être brillant dans la récupération du ballon sur les phases défensives et avec le ballon c'est une équipe qui est capable d'être très performante dans les transitions. C'est une équipe qui utilise la profondeur avec un joueur, Kalou, qui est très bon dans la prise d'espace, avec Steve Ambry sur le côté gauche. C'est une équipe qui est capable au milieu de terrain de mettre beaucoup d'intensité, avec un triangle au milieu qui se déforme et qui fait beaucoup d'efforts, avec un garçon comme Weisberg qui est un garçon de qualité. Donc s'ils sont là aujourd'hui à 6 matchs de la fin, c'est pas un hasard. Donc c'est très bien que pour nous ça va être un véritable challenge. Pourtant, Nîmes avait gagné le match aller, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu le match aller, avec beaucoup de réussite. Oui, mais moi je veux dire. Ça existe dans le football, ça existe, donc moi je signerai pour ce genre de scénario. Donc tout reste bien entendu, on prépare le match pour le faire, pour le jouer, pour le gagner, c'est notre intention première. Justement, qu'est-ce que vous avez travaillé cette semaine pour... On a parlé de l'animation offensive, donc on a travaillé bien entendu sur le plan offensif, au niveau des connexions, au niveau de l'organisation, on a travaillé sur le plan tactique, comme on travaille toutes les semaines, mais on a travaillé aussi sur la confiance, parce que les attaquants qui ne trouvent pas le chemin défilé, il y a aussi une question de confiance, et c'était aussi les mettre dans des situations un peu plus facilitatrices pour pouvoir marquer des buts, donc j'espère qu'ils retrouveront le chemin défilé dès demain. Donc là, on fait un petit peu sur Anthony Briançon qui va venir en termes de Metz. C'est quoi cette situation? Voilà, il est dans le groupe, ça y est, il a réintégré le groupe pour le match de Niort. C'était peut-être un peu trop tôt, mais il a
apporté ce qu'il devait apporter, ce que j'attendais de lui. Maintenant, il a fait une semaine complète avec le groupe et il est pas loin, quoi. Il est vraiment pas loin. Donc, débuter un match, c'est peut-être un peu trop tôt, mais on pourrait le voir apparaître en cours de match. Demain, mardi, vendredi, il y a des matchs là. Là, il y a 3 matchs en 6 jours. Donc, tu comptes sur lui sur cette série de matchs? Ouais, c'est possible que ce soit les joueurs que j'utilise. Ça veut dire que demain, il faut rentrer en jeu pour ça peut être une possibilité, même si on en a déjà discuté avec Aurélien et le staff. Il manque encore peut-être quelques jours à peine, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, tu dis un peu trop tôt, on va dire, par rapport au plan physique, mais c'est surtout ce qu'il apporte. Tu voulais qu'il revienne dans le groupe aussi par rapport à... Ouais, au niveau de l'état d'esprit, il nous a amené beaucoup de choses. On connaît l'attachement que peut avoir Anto envers le club et le message positif qu'il peut transmettre à ses coéquipiers. À signaler aussi que la semaine dernière, c'est vrai, vous avez parlé d'Anto sur le banc, mais il y avait Pablo Martinez aussi, qui est le capitaine de l'équipe et que j'ai fait souffler la semaine dernière. Donc ils ont eu un comportement irréprochable et c'est tellement important pour les autres joueurs, particulièrement les plus jeunes joueurs, que 2 garçons qu'on peut considérer comme des cadres de l'équipe soient dans une posture très positive alors qu'ils ne débutent pas ou qu'ils ne jouent pas. Donc c'est des signaux qui sont importants quand on a envie de finir très bien la saison. Est-ce qu'une défense à 3, c'est quelque chose que tu peux imaginer faire, ou à 5? C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Effectivement. On a mis en place à New York, pourquoi pas jouer comme ça demain ou mardi à Quevilly. Mais c'est toujours important, déjà parce qu'on a parlé de notre carence offensive, mais il fallait surtout qu'on arrête aussi de prendre des buts. Donc ça a été fait à New York. Mais ça a été satisfait? Est-ce que tu as vu à New York sur ce dispositif? Disons que sur le plan tactique, j'ai été satisfait. Dans l'utilisation du ballon, il y a eu des manques, particulièrement dans l'utilisation du ballon. Mais en ce qui concerne l'aspect tactique, j'étais satisfait du comportement des joueurs. Mais c'est toujours pareil, on parle d'organisation tactique, de système de jeu, mais le plus important c'est d'avoir la maîtrise du ballon et d'utiliser le ballon quand on le récupère, de l'utiliser de façon convaincante pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que vous avez eu du mal à faire. On a eu du mal à faire, c'est ce qu'on a eu du mal à faire à New York, effectivement. Donc c'est avant d'aller marquer des buts, il faut faire un niveau Il fallait se rassurer, on sortit d'une période où on avait perdu 3 matchs, il fallait absolument arrêter cette spirale. Ça a été fait à New York de façon, certes, peut-être un peu poussive, mais avec l'état d'esprit que je voulais voir et l'abnégation que je voulais voir sur ce match-là. Maintenant, face à Sochaux, je suis persuadé, je l'ai dit aux joueurs, qu'il faudra monter notre niveau de jeu et notre niveau d'exigence face à une équipe de ce calibre. Ça apporte quoi là face à toi par rapport à 4 à tes yeux? Ouais, ça densifie l'axe, ça libère un peu plus les pistons, même si à mon goût, on ne les a pas assez utilisés sur la partie offensive à New York. Ça permet aussi de densifier le milieu. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque organisation. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours ce qu'on y met au niveau de l'intensité, de la compacité du bloc, de l'utilisation du ballon qui fait qu'une organisation marche ou ne marche pas. Juste sur les absents, parce qu'après on a dédié sur Andrés, donc Widjadi Ferrat, Andrés, Philibert et Doucouré. C'est ça. Cette façon d'être un peu l'arbitre à la fois de la montée du bas de tableau, est-ce que c'est un avantage de les équipes qui ont des enjeux ou des fois les matchs débridés, on sait qu'il y a plus de spectacles, plus de matière à marquer des buts? Comment tu vois un peu les choses? Alors, on n'est pas arbitre, on est arbitre de rien. On est juste arbitre de notre fin de saison et je le dis encore une fois, l'objectif comptable n'est pas atteint. Tant que cet objectif comptable n'est pas atteint, on sera arbitre de rien. C'est juste l'idée, c'est d'aller chercher des points, d'être convaincu collectivement. Ça part de l'entraîneur que je suis, au staff technique et aux joueurs qui composent le groupe, qu'il faut terminer le travail. Donc tant qu'on n'a pas terminé le travail, on est arbitre de rien, ni du maintien, ni de la montée. On est juste des acteurs pour obtenir le maintien aujourd'hui.
qui manque ces derniers temps, au-delà de la confiance, c'est la connexion entre nos joueurs off, la mise en place des équilibres sur les côtés pour justement donner des cartouches aux joueurs offensifs, parce qu'ils sont sevrés un peu d'occasion. Donc déjà dans un premier temps, l'idée c'est de pouvoir se créer des situations de centre, de déséquilibre, pour leur amener des possibilités de marquer. Alors ça avait été le cas contre Guingamp, puisque contre Guingamp on a centré je crois 25 fois dans le match. À Niort c'était un peu plus délicat. Donc c'est essayer de garder cette solidité défensive et puis en même temps être beaucoup plus pétillant avec le ballon.